Hey, bienvenue. Si tu n'as pas vu la première vidéo de la série, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Ah, les GAFA, ça y est, ça revient sur le plateau, les GAFA. C'est toujours là, on prend toujours les GAFA comme exemple, Facebook, Google, Microsoft, autres. Sauf qu'on oublie un petit truc, c'est qu'ils ont de l'expérience, ils mettent l'argent sur la table, ils embauchent des pros. Les recrutements sont d'un niveau assez important, que ce soit dans n'importe lequel de ces GAFA, n'importe quelle entreprise. Il y a un niveau minimum qui est nécessaire pour entrer chez eux. Ce que je vois aujourd'hui en France, en tout cas, dans la plupart des missions que j'ai pu faire, c'est que les entretiens ne sont pas aussi poussés et aussi rigoureux que ce qu'on a chez les GAFA. L'investissement qu'on fait sur l'IT n'est pas aussi fort que celui des GAFA. Et surtout, dernier point, vous n'avez juste pas besoin d'investir autant que les GAFA. Vous n'avez pas besoin de faire comme eux. On n'a peut-être pas besoin de faire du Docker, on n'a peut-être pas besoin d'une infra surdimensionnée avec des millions, des milliards d'utilisateurs. Le nombre de clients que j'ai vus qui me citent Google, Amazon, etc. comme les leaders et on va faire pareil, mais mec, t'as juste pas le même métier, tu fais pas la même chose, t'as pas le même besoin, tu touches pas le même nombre d'utilisateurs. Copie au moins quelqu'un qui te ressemble. Là où je suis pas d'accord avec Olivier, c'est que il dit oui, c'est bien toutes ces entreprises qui vont sur le cloud, sur les GAFA, donc vous avez Amazon, Microsoft, Google notamment. Attention, on a aussi des clouds français. On a notamment OVH. Alors, ok, c'est peut-être pas aussi poussé, mais encore une fois, est-ce que vous avez besoin de toutes les fonctionnalités du cloud? Je suis pas sûr. Commencez déjà peut-être juste des machines virtuelles. Franchement, c'est déjà un excellent début d'avoir des machines virtuelles que vous pouvez créer à la volée, sur lesquelles on peut déployer facilement sans faire de clics, mais bien avec une CI. Et après, sur les clouds de ces différents fournisseurs, il y a des data centers qui sont en France ou en Europe. Quand j'ai travaillé pour la Société Générale, toutes nos données étaient sur un cloud en Europe. On faisait tourner les logiciels sur un data center en Europe. Si vous avez besoin de quelque chose qui est encore plus centralisé, par exemple, Azure a un data center à Paris. Donc, évidemment, toutes les fonctionnalités ne seront pas forcément disponibles directement en France ou en Europe, mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Donc, pour terminer, le cloud, je suis pour. Ça donne une certaine souplesse, pas forcément une simplicité, bien au contraire. Mais ça donne une souplesse qui va permettre finalement d'arriver à une certaine puissance. Vous avez le choix du fournisseur, le choix tarifaire, etc. Effectivement, par rapport au tarif, c'est très compliqué de savoir où on va. Il y a des espèces de simulateurs, mais globalement, c'est compliqué. Olivier compare les clouds par rapport à des data centers qu'on aurait en interne. Et je vais prendre pour exemple deux sociétés. Premièrement, on a la Société Générale, donc une banque, qui sont pas forcément son data center, mais un prestataire qui va gérer tout ce qui est machine, virtualisation, etc. Sur ce type de prestation, il nous fallait compter en moyenne 3 mois pour avoir une nouvelle machine virtuelle ou physique. Virtuel ou physique. 3 mois. 3 mois, c'est... On est loin, on est très loin du cloud. Le cloud, c'est quelques minutes. Maintenant, je vais prendre le deuxième exemple. VP a son propre data center. On a plusieurs data centers, un en France, un à Amsterdam. Il est complètement maîtrisé par les équipes en interne et ça ne nous empêche pas de l'utiliser comme un cloud. On va pouvoir faire du Kubernetes, donc faire du PaaS et livrer nos applications. On fait un commit, une review, on merge, paf, c'est parti, ça part en déploiement. Et donc dire que ces clouds vous mettent les menottes, je suis
pas du tout d'accord. Aujourd'hui, si vous êtes un minimum sur, on va dire, du Docker ou sur du PaaS, donc vous livrez uniquement votre binaire, c'est très facile de prendre soit cette image Docker, soit ce binaire, et de le mettre chez un autre prestataire. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on va faire, les grosses sociétés, les très grosses sociétés qui ont un gros besoin de fault tolérance, de tolérance de panne, vont mettre un petit peu sur Azure, un petit peu sur AWS, un petit peu sur Google. On va retrouver un petit peu à gauche, à droite. Et au moment où il y aura une panne chez un fournisseur, parce que oui, ça arrive, même chez les meilleurs, il y a des pannes, et ça va basculer sur un autre fournisseur et il n'y aura pas de souci. Donc, dire que ça met les menottes, je ne suis pas d'accord, ça dépend vraiment de l'utilisation. Le cloud, ça reste un outil. Et donc, un outil, ça peut être bien utilisé comme très mal utilisé. Ensuite, Olivier nous parle des compétences et notamment que c'est souvent les gens les moins compétents qui vont être à des postes clés. Et je suis d'accord, mais encore une fois, ça va dépendre des sociétés, ça va dépendre des recrutements, de la structure. C'est difficile de faire une généralité à partir de quelques expériences. Moi-même, j'ai fait énormément de missions, j'ai vu énormément de clients. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est souvent des gens plutôt incompétents qui prennent des décisions, mais il y a aussi une grande majorité de personnes qui sont d'accord pour dire que c'est pas leur métier de faire des choix techniques et ils vont donc s'appuyer sur des développeurs, sur des architectes pour faire ces choix. Évidemment, encore une fois, il faut avoir choisi les bons développeurs. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur un gars qui vient de sortir d'école et qui n'a aucune expérience. Dire qu'on tire plutôt la connaissance vers le bas ou le métier s'appauvrit, je suis pas d'accord. Il y a quand même des sociétés qui font les choses bien. C'est des sociétés qui vont réussir, qui ont compris le système, qui ont compris comment ils doivent se développer et on doit s'appuyer peut-être sur un peu moins de ressources, mais des meilleures ressources. Des ressources qui vont être plus qualifiées à faire ce qu'ils ont à faire. Donc, avoir des bons développeurs, des bons architectes et des managers qui les écoutent. Enfin, quand ils parlent de clients qui viennent et qui ne connaissent pas leurs besoins, qui ne savent pas trop où ils veulent aller, effectivement, je pense que techniquement aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi assez facilement dans n'importe quel techno. Le choix, partir sur du Node.js, partir sur du Go, sur du Rust, whatever, ça a finalement pas énormément d'importance dans le sens où vous allez toujours réussir à créer un logiciel, à le livrer. Il sera perfectible, évidemment, ce ne sera peut-être pas la meilleure techno, ce ne sera peut-être pas le meilleur choix technique pour le besoin, mais si on n'arrive pas à définir le besoin, comment choisir la techno qui va bien avec le besoin? L'agilité est plutôt néfaste à l'IT, et oui, j'ai bien dit néfaste plutôt que bénéfique. Aujourd'hui, l'agilité, c'est plus les concepts qui étaient là au début. Aujourd'hui, faire de l'agilité, c'est installer Jira, faire des tickets, faire un suivi, faire une burn down qui descend correctement. Si ça descend pas correctement, on fait un meeting pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, nanani, nanana. Alors que tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des tâches en plein milieu d'un sprint. Pourquoi est-ce qu'on fait des sprints si le sprint il change? Il faut revenir aux fondamentaux et je pense qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Il faut discuter avec les utilisateurs. Aujourd'hui on a un middle management qui est peut-être trop présent ou qui laisse pas assez la place aux développeurs. Et c'est ça qui va poser des problèmes. Ce n'est pas le fait que on a des nouvelles technos, qu'on a un cloud ou whatever. Non. Aujourd'hui ce qui pose problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et ça n'a rien à voir avec les outils qu'on utilise. Après, il parle de cahier des charges avec les gens qui ont déjà un coup en tête et qui vont vous challenger sur le fait que vous êtes trop cher, tout ça. Franchement, si vous pensez que vous êtes déjà dans des tarifs normaux et que juste c'est pas possible, n'y allez pas. Ou alors, c'est déjà arrivé sur des gros projets, on a fait d'énormes cadeaux aux clients, mais c'était pour gagner le projet et on savait que sur les années qui allaient venir,
ça allait renouveler les contrats et sur la durée, on est gagnant. Mais enfin, il n'y a pas d'intérêt à se lancer dans un truc où on va perdre de l'argent. Et là où je suis d'accord, c'est que chaque application, chaque logiciel est différent. C'est pas du copier-coller. Même si vous développez en faisant du copier-coller de bout de code d'à gauche à droite, le logiciel final, lui, il est unique et il répond à un besoin unique. Et se comparer encore une fois aux GAFA et dire, regardez, ils ont monté leur start-up dans un garage, ils étaient 2 ou 3. Ok, ils étaient 2 ou 3 bons. Encore une fois, ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient et ils savaient où ils allaient. Et des réussites en France, ça existe. Ok, il y a des startups qui fonctionnent, c'est des startups qui ont une connaissance d'un réel besoin fonctionnel. J'ai eu des clients qui étaient des startups et qui aujourd'hui, je les considère plus forcément comme des startups qui ont réussi à lever des millions. Ils ne disent pas je vais faire une appli parce que je veux gagner de l'argent. Non, c'est je vais faire une appli parce qu'il n'y en a pas qui existent et qui font ce que j'ai besoin de faire. Et j'ai quelques amis qui ont développé leur société en développant eux-mêmes. Ils étaient 2, ils étaient 3, 4, peu importe. Effectivement, ils n'étaient pas dans un garage parce qu'aujourd'hui, on va plutôt faire ça dans un studio, dans un appart. Mais c'est possible, c'est réalisable. Vraiment, si vous connaissez votre besoin, que vous êtes un bon développeur, vous y allez y arriver. Il faut aussi avoir un bon commercial, évidemment, ou un bon business analyst, un expert du métier, ça c'est très important. Mais un vrai, pas quelqu'un qui sait écrire un Word, ça ne suffit pas. Dire que c'était mieux avant, je ne pense pas. Il y a eu peut-être des choses qui étaient bien avant, qui sont moins bien maintenant, mais il y a énormément de choses qui sont mieux maintenant. Aujourd'hui, c'est quand même assez cool d'avoir de la 4G, d'avoir des applications sur un téléphone qui a un bel écran, etc. Ça, c'est des choses... En tant qu'utilisateur, c'est quand même assez cool. En tant que développeur, vous avez le choix aussi de faire des choses qui sont très différentes. Je peux faire du dev mobile, du dev web, du dev plutôt back avec de l'infra. Je peux faire du CI. Voilà, il y a énormément de métiers et ça, c'est plutôt cool. On n'est plus uniquement sur je vais coder des lignes de commande. Et penser que les lignes de commande sont mortes, ça aussi c'est quelque chose qui est faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait en ligne de commande. On n'est plus sur des RAD uniquement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça existe et pouvoir faire des POC rapidement, c'est très très bien, c'est important, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'environnement de développement s'est enrichi. Et ce qui s'est trop enrichi, c'est possible, on est peut-être un peu trop perdu sous le nombre de frameworks, le nombre de technos, et c'est vrai que j'ai cette sensation où on va forquer un projet et on change une virgule et ça y est, on a un nouveau projet, un nouveau framework, plutôt que d'essayer de travailler en équipe sur le framework d'avant, et du coup on se retrouve avec une multitude de frameworks et de connaissances à acquérir, alors que finalement, les différences ne sont pas si énormes que ça. Et je pense notamment au monde qui tourne autour de Node.js et du web, tout ce qui est SPA. On a quand même pas mal de frameworks qui sont très très proches. Alors, ils ont leurs petites particularités, mais globalement, la philosophie, c'est la même. C'est quand même de faire une application qui tourne sur le navigateur et on se retrouve avec... Je ne vais pas dire, j'ai pas de chiffres en tête, mais facilement une dizaine de frameworks différents, voire peut-être même 20, peut-être 50 frameworks qui font ce genre de choses de façon un tout petit peu différente. Donc pour moi, on est quand même mieux aujourd'hui parce qu'on a le choix. Et c'est quelque chose qui est important d'avoir le choix de sa carrière, le choix du développement. Le point néfaste, c'est que oui, il faut apprendre énormément de choses et c'est là où, si vous ne faites pas le tri, vous risquez de ne pas vous en sortir et de partir dans un burn-out. L'artisanat, donc le craftsmanship, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est important et un développeur qui ne prend pas soin de son code, pas soin de son travail, je vais rapidement m'énerver. Après... C'est difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une règle absolue qui dit
ça c'est un code qui est parfait, ça c'est un code qu'il faut mettre à la poubelle. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un code, s'il fonctionne, donc s'il fonctionne, ça veut dire qu'il répond aux attentes. Pour vérifier qu'il répond aux attentes, ça veut dire qu'on a des tests unitaires qui le prouvent. Ça c'est important. Malheureusement, il n'y a rien qui prouve que vous avez fait assez de tests unitaires pour l'ensemble des fonctionnalités ou ce genre de choses. Donc on reste quand même sur une marge d'erreur qui existe. Au-delà de ça, la qualité c'est important et effectivement à éduquer les gens là-dessus, notamment encore une fois le middle management et les chefs de projet, etc. C'est assez compliqué, ou même ceux qui vont financer votre application, c'est compliqué de justifier ça parce qu'aujourd'hui, et je suis assez d'accord, ça paraît normal que le logiciel soit bien codé. La réalité, c'est qu'on ne fait rien à la perfection du premier coup. Si c'était le cas, il n'y aurait pas X version d'un logiciel. Par exemple, Windows, on n'aurait pas X version de Windows. On n'aurait pas des mises à jour régulières de Windows. Mais non, la perfection, elle n'existe pas. Ce n'est pas uniquement en informatique. Il faut itérer plusieurs fois pour acquérir de nouveaux principes, pour acquérir de nouvelles connaissances et s'améliorer au fur et à mesure. Le jour où vous n'arrivez plus à vous améliorer, peu importe le métier, je pense qu'il faut arrêter. Changer de métier, arrêter de travailler, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je voudrais mettre le focus sur un principe que cite Olivier, qui pour moi est le plus important et j'ai beaucoup de mal à le mettre en pratique avec mes collègues, c'est le principe KISS, Keep It Simple, as Stupid. Faire des choses simples. Franchement, je vois des développements où il y a 50% du code qui répond à un cas à la marge. Ne gérez pas ce cas à la marge. Faites des trucs simples. Franchement, simple. Voilà. Aujourd'hui, on va plutôt sur du logiciel compliqué. S'il y a quelques années, on avait déjà des clients-serveurs avec des terminaux distants, aujourd'hui, on est passé sur du web. Le web, c'était pas forcément compliqué. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de vouloir faire des SPA, des PWA, de faire des web services dans tous les sens. Faut faire du SOA. Ah non, on fait plus du SOA, on fait du REST. Mais au final, tout ça, est-ce qu'on arrive à faire la même chose? Oui, on tourne en rond. Donc je suis d'accord que quelque part, on se perd en route. Moi, je fais par exemple un peu de programmation fonctionnelle avec du F# ou même en JavaScript, et j'en vois beaucoup qui essayent de rentrer dans les concepts fonctionnels, foncteurs, monades, etc. Mais en vrai, fais des fonctions, appelle tes fonctions, type bien tes paramètres, ça sera déjà suffisant. Keep it simple, fais pas des trucs de fou, tu vas apprendre au fur et à mesure. Ah, le fameux legacy code. Le legacy code, pour moi, à partir du moment où un code il est écrit, il est déjà legacy, ou à partir du moment où il est en production, il est legacy. Legacy, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est un héritage, ça veut dire qu'il existe, il fait quelque chose. Là où ça devient vraiment mauvais, c'est quand on le laisse pourrir. Et aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui, sous l'excuse du legacy, va laisser pourrir un logiciel, va pas vouloir investir dessus et va recréer quelque chose de nouveau sans forcément savoir où on va. Alors comme on ne sait pas, finalement on va refaire la même chose qu'avant. Mais en fait, si tu refais la même chose qu'avant, tu vas retomber sur les mêmes problèmes, tu vas recréer le même legacy, le même code pourri, ou pire, tu vas, pour cacher ton code qui est soi-disant legacy, tu vas rajouter une brique au-dessus, mais cette brique qui est en dessous, tu ne vas jamais la supprimer. Comme ça, maintenant, tu as deux briques. Et puis dans X années, tu n'as qu'à rajouter une autre brique pour cacher les deux briques. Et on y va, et on y va, et effectivement, c'est là qu'il y a un problème. On se voile la face, et le legacy, au contraire, il faut investir dessus. Il faut par exemple rajouter une CI, essayer de cleaner, faire des ateliers de clean de code, essayer de retrouver la connaissance, parce que le problème du legacy, c'est qu'on l'a laissé pourrir, on a perdu la connaissance, ceux qui savaient sont partis. Aujourd'hui, retrouver la connaissance, ça peut passer par des tests automatisés, du BDD, des tests Selenium,
Ça peut passer par de la documentation, sauf que la documentation, très peu de gens la lisent. La réalité, c'est que peu de gens vont lire la documentation. C'est plus intéressant d'avoir un logiciel qui est très simple à utiliser, avec des règles fonctionnelles qui sont logiques, intuitives. Donc plutôt investir finalement sur l'ergonomie, sur la simplicité, plutôt que d'essayer de rajouter. Ça ne va pas fonctionner. Voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Je vais pas continuer plus longtemps. Laisse-moi un petit commentaire si ça t'a plu ou pas. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux être notifié de toutes les vidéos. À bientôt.